Bonjour chers amis, nous allons consacrer aujourd'hui notre émission au problème Jean-Jacques Rousseau avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre, l'historien et géopolitologue Alexandre Adler, le journaliste Alexis Lacroix. Le problème Jean-Jacques Rousseau, eh bien nous avons repris le titre, n'est-ce pas, du livre du grand philosophe allemand Ernst Cassirer pour envisager, aborder l'actualité de Jean-Jacques Rousseau. Et si les problèmes soulevés par Jean-Jacques Rousseau étaient encore les nôtres? Et nous écoutons le texte maintenant, lu par notre ami Alexis Lacroix. Alexis, nous vous entendons. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. La souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale, ne peut jamais s'aliéner, et le souverain, qui n'est qu'un être collectif, ne peut être représenté que par lui-même. Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible, car la volonté est générale ou elle ne l'est pas. Elle est celle du corps du peuple. Si la volonté générale peut errer, elle est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Du gouvernement, on distingue la force et la volonté, celle-ci sous le nom de puissance législative, l'autre sous le nom de puissance exécutive. La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui. Il faut donc qu'à la force publique un agent qui la réunisse et la mette en œuvre selon les directions de la volonté générale. Voilà la raison du gouvernement. Qu'est-ce donc qu'un gouvernement? Un corps intermédiaire établi entre les sujets et le souverain, chargé de l'exécution des lois et du maintien de liberté, tant civile que politique. J'appelle donc gouvernement ou suprême administration l'exercice légitime de la puissance exécutive et prince ou magistrat le nouveau corps chargé de cette administration. Il s'ensuit qu'en général, le gouvernement démocratique convient aux petits États, l'aristocratie aux médiocres et le monarchique aux grands. Merci beaucoup, Alexis. Alors, Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? Eh bien, quelques mots sur lui, bien que tout le monde le connaisse. Rousseau, juge de Jean-Jacques, ou le citoyen de Genève, c'est date 1712-1778, c'est-à-dire presque tout le XVIIIe siècle. Et l'un, il faut le dire, des philosophes suisses, n'est-ce pas, de ces personnalités suisses qui ont toujours exercé une influence très importante depuis que le Picard Calvin s'est installé à Genève sur la France, sur la culture de la France. Après Henri Dunant, Le Corbusier, plus récemment Denis de Rougemont et Jean-Luc Godard, eh bien, évidemment, Rousseau les dépasse tous. En raison du retentissement de son œuvre, non seulement au siècle des Lumières, dans toute l'Europe, mais aux origines de la Révolution française. Alors, venons-en à son texte. Texte, évidemment, vous l'avez tous compris, texte de philosophie politique. Rousseau est la science politique de son temps, comme l'avait dit Robert de Raté, parce que Rousseau était un autodidacte, mais il s'était fait, comme il disait, un magasin d'idées, il avait tout lu, n'est-ce pas, de la science politique de son temps. Et on peut dire qu'il a constitué l'un des pôles, n'est-ce pas, du modèle nouveau de la République contemporaine face à Montesquieu. On lui doit des idées formulées avec son brio étincelant. Il ne faut pas oublier qu'il était aussi l'écrivain de la Nouvelle et Héloïse. D'abord, évidemment, la critique définitive du droit du plus fort, force ne fait pas droit, et l'idée que, en fait, il faut un consentement nécessaire pour édifier une société légitime par un contrat, par un pacte, le fameux pacte social, du contrat social dont le sous-titre est principe du droit politique. Mais alors le texte, ce texte-là, eh bien, nous voyons que ce que dit Rousseau, c'est que, en fait, il faut la formation d'une puissance, n'est-ce pas, comme la souveraineté, pour le corps politique. Et que cette puissance, eh bien, c'est l'exercice, c'est rien d'autre que l'exercice de la volonté générale du peuple. Alors Rousseau va donner un certain nombre d'attributs de cette volonté générale. Elle est inaliénable, n'est-ce pas, indivisible, et c'est resté, la République est une et indivisible. Elle ne peut, au fond, jamais, et il ajoute, troisième caractéristique, elle ne peut pas se tromper. Elle est toujours droite et ne vise qu'à l'utilité publique. Alors de là, évidemment, selon lui, un certain nombre de conséquences, n'est-ce pas, sur le régime politique tel qu'il l'a imaginé. Pas de représentants, n'est-ce pas, de la souveraineté.
Pas de division, pas de séparation des pouvoirs, comme l'avait souhaité Montesquieu. La puissance publique, pour lui, n'est que l'expression de la volonté générale. Elle a deux visages, la puissance législative, qui n'appartient qu'au peuple, et la puissance exécutive, qu'on remet au gouvernement. Alors le gouvernement, ce n'est rien d'autre que l'administration de la puissance publique. Alors Rousseau nous dit, il est le prince ou le magistrat, et dans les petits États, il peut être démocratique, dans les États de taille moyenne, aristocratique, et même monarchique dans les grands États. Alors quel problème cela a-t-il entraîné ? Il y a évidemment une ambivalence, n'est-ce pas, comme l'avait remarqué Cassirer. D'abord des problèmes de droit politique, une ambivalence politique de Rousseau. Car la volonté générale, est-ce qu'elle ne se trompe jamais, n'est-ce pas ? Est-ce que c'est bien vrai ? Premier problème. Deuxième problème, est-ce qu'une grande démocratie, comme la nôtre par exemple, peut se passer de représentants ? Troisième problème, est-ce que la séparation des pouvoirs n'est-elle pas mieux, puisqu'elle a été instituée à peu près dans toutes les grandes démocraties, adaptée à la démocratie que le caractère absolument indivisible de la souveraineté ? Et alors, ça c'est le premier, donc, des problèmes politiques. Il y a aussi des problèmes philosophiques liés au fait que Rousseau, il faut bien le dire, et il faut le rappeler, s'est fâché avec tout le parti des encyclopédistes, avec le parti des Lumières. Et pourquoi une ambivalence philosophique ? Non seulement parce que Rousseau, comme au fond tout son siècle, a réévalué le sentiment, les passions, chez lui c'est la volonté. Plus tard, Jane Austen, la romancière anglaise, n'est-ce pas, écrira un livre qui s'appelle Raison et sensibilité. Au fond, et qu'il était un écrivain, il lisait beaucoup de romans, il a écrit la nouvelle Héloïse qui a eu un succès remarquable, mais surtout parce que, au fond, il donne une place nouvelle, n'est-ce pas, aux passions. Deuxième problème, c'est la prééminence de la conscience, la prééminence de la conscience sur la compétence. Conscience, instinct divin, dit-il dans les rêveries du promeneur solitaire. Troisième problème, et là, évidemment, c'est peut-être un nœud plus serré encore, la supériorité de la vie simple de la vie sauvage. Il a commencé comme ça, avec le discours sur les arts, les lettres et les sciences, par une attaque, n'est-ce pas, à main désarmée, mais enfin qu'il a emporté contre la civilisation. Et c'est tout son face-à-face avec Voltaire et avec une partie des encyclopédistes. Alors, de là des questions, l'ambivalence de Rousseau, l'un des pères fondateurs de la Révolution française et de la République contemporaine, n'est-elle pas aussi la nôtre ? Est-ce qu'on peut la dépasser ? L'a-t-elle été en politique comme en philosophie ? Alors Alexandre, je vais me tourner vers vous pour vous poser les deux premières questions. En politique, il y a eu, n'est-ce pas, nous le savons tous, des errements de la volonté générale, c'est-à-dire en fait du suffrage universel au XXe siècle. La montée au pouvoir de Hitler à la chancellerie en 1933 en Allemagne, la venue au pouvoir du maréchal Pétain, de sorte que les démocraties ont mis des lois fondamentales au-dessus de la volonté générale au préambule de toute leur constitution. Deuxièmement, en philosophie, cette réévaluation du sentiment, des passions, n'a-t-elle pas conduit à la volonté de puissance, n'est-ce pas ? La prééminence de la conscience, n'est-ce pas, sur toute compétence, est-ce que ça ne fait pas disparaître une certaine nécessité des mérites ? Ou encore, alors là c'est un problème plus délicat, est-ce que, au fond, la supériorité de la barbarie, bref, sur la civilisation, tous ces trois thèmes, n'ont-ils pas ouvert la voie à la grande philosophie romantique allemande, mais enfin qui nous a aussi apporté un certain nombre de catastrophes ? Voilà, Alexandre, je vous laisse nous répondre. Ce sont des grandes questions. Certaines, évidemment, sont plus simples que d'autres. Oui, bien sûr, la volonté générale peut errer. Elle passe son temps à cela, d'ailleurs. Et nous en sommes tous les témoins dans toutes les démocraties. À cette nuance près, qui est tout à fait importante, c'est que les démocraties sont évidemment tout à fait promptes à errer, oui. Mais elles sont également, mais il faut aussi leur laisser le temps. Et c'est la question de laquelle, bien entendu, évidemment, l'Angleterre tout entière était derrière Chamberlain et derrière les accords de Munich. D'accord. Oui. Mais les travaillistes compris, bien sûr. Mais ensuite, finalement, c'est l'œuvre de persuasion
parfaitement démocratique et parlementaire surtout de Winston Churchill qui a retourné l'opinion britannique et l'a conduite finalement à résister d'une manière exemplaire pendant la bataille d'Angleterre et par la suite. De la même manière, il est évident que Pétain a été plébiscité par les Français, il aurait toujours fait des bons scores. Il a d'abord été élu démocratiquement. Il a été élu, oui, non, il n'a pas été élu à proprement parler, il a été désigné par les représentants. Par le représentant qualifié de la Chambre et du Sénat, eux-mêmes issus des élections de 1936 qui avaient amené le Front populaire, c'est particulièrement éloquent. Oui. Et effectivement, à ce moment-là, il y avait une vaste majorité pour faire confiance au maréchal Pétain, avec des opinions d'ailleurs différentes, certains parce que c'était le vainqueur de Verdun, d'autres parce qu'ils pensaient que la guerre il fallait ressortir de la guerre avant que tout soit compromis. Et les troisièmes parce qu'ils étaient vraiment en sympathie avec le régime de l'Allemagne hitlérienne dont ils voulaient doter la France. Les uns parce qu'ils voulaient un régime fasciste anti-allemand, c'était déjà mieux. Les autres parce qu'ils étaient tout simplement des collabos. Mais tout cela finalement s'est décanté. Mais il est évident on a envie de dire, avec le général de Gaulle, aux pétainistes et à tous leurs amis, bah chiche, reconsultez le peuple. Ils ne l'ont jamais fait. Non mais alors, comment expliquez-vous, Alexandre ? Non mais excusez-moi. À partir du moment où l'élection est là où elle s'est exprimée, notamment avec la libération de l'Afrique du Nord, etc., a pu avoir lieu, on a bien vu que l'opinion changeait et elle changeait de plus en plus et à la fin, elle a donné une majorité au général de Gaulle. D'accord, mais dans le temps long, comme l'a dit Keynes, ça, nous sommes tous morts. Et comment expliquez-vous que, au fond, toutes les démocraties ont mis des lois fondamentales, par exemple, un bloc constitutionnel au-dessus du vote du Parlement, sinon parce que la volonté générale peut se tromper. Et qui nous vient de la Constitution américaine, qui elle-même a réparti les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, la Cour suprême, dans le temps. De sorte que la Cour suprême, étant donné que ces juges sont inamovibles et qu'ils ne sont pas tous morts d'embolie par des excès divers, bien, ils sont encore là pour 30 ans, parfois, après. Et alors, en philosophie, ainsi, le temps est inscrit dans la Constitution américaine et, bien entendu, on s'en est inspiré dans toutes les constitutions européennes, sous l'influence de René Cassin, d'ailleurs. Et en philosophie. En philosophie, au fond, c'est de dire, de réévaluer, si vous voulez, la passion, de réévaluer la volonté, de réévaluer même le sujet, n'est-ce pas, la conscience. D'ailleurs, Rousseau s'est beaucoup intéressé au sujet, Rousseau, juge de Jean-Jacques, les confessions, beaucoup s'est intéressé à son moi. Est-ce que ça n'ouvre pas, en quelque sorte, les vannes à une philosophie de la violence qui va se développer dans la philosophie romantique? Alors, au risque d'être affirmatif, je dirais oui, 3 fois. Et je reprendrai le mot de Giraudoux, qui lui-même n'était pas un homme exemplaire d'ailleurs, mais qui avait trouvé dans une de ses pièces de théâtre, a traité Rousseau de décevant Helvète. Décevant Helvète. Le décevant Helvète. Et effectivement, il y a une déception de Rousseau parce qu'au fond, toutes les choses vraiment libératrices qu'il peut dire et qu'il synthétise à sa manière, elles sont déjà présentes chez d'Alembert, les encyclopédistes, Helvétius. Pourquoi le sont-elles ? Parce que tout simplement, ils ont déjà véritablement libéré le sentiment, combattu le refoulement. Donc bref, ce côté libérateur que Rousseau reprend à son compte, bien sûr. Je ne dis pas qu'il est un plagiaire, pas du tout. En revanche, il est commun. Il fait partie d'un socle commun. Qu'est-ce qui n'est pas commun entre Rousseau et les encyclopédistes ? Et l'école du droit de la nature et des gens ? C'est sa haine de la science, c'est sa haine du savoir, c'est sa haine particulière justement, de l'érudition, de la médecine, de tout cela. Et bien entendu, c'est l'ambivalence, parce qu'il dit à la fois A et non A. C'est un cas de perversité polymorphe. Je parle à la place de Marielle et j'ai tort, mais effectivement, c'est un vrai pervers. C'est-à-dire que, bien entendu... Vous y allez fort, là. Tout ce qui est grand dans ce que dit Rousseau, et déjà avant lui,
Il le dit fort bien, bien Oui. sûr, parce qu'il a une écriture éblouissante. Mais tout ce qui est faux, par contre, C'est de lui. véritablement, lui est imputable. Oui. Et j'ajouterais que c'est la même chose pour la musique. Il se piquait de musique. Si vous me permettez. Je vous mets au défi d'écouter le Devin de village. Oui, bon, mais nous ne le ferons pas pour l'instant. Mais Rousseau a eu une influence très grande, en particulier sur la Révolution française, les origines de la Révolution. Tout le monde sait que Robespierre avait les œuvres de Rousseau, n'est-ce pas, quasiment sur sa table de chevet. Et il pleurait comme Rousseau. C'est Oui. encore un assassin pleurard. Non, bien, mais cela dit, si vous voulez, c'est ça, pour ça que nous parlons d'ambivalence et de problème. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une défense absolument admirable du peuple, qui avait été oublié, et en particulier même par les encyclopédistes. J'aime le luxe et même la mollesse, comme disait Voltaire. Il se fichait quand même d'une certaine façon du peuple, ce qui n'est pas le cas de Rousseau. Il a fait remonter le peuple sur la scène, mais de l'autre côté, il a ouvert la voie à une certaine légitimation, n'est-ce pas, au fond, de la violence. Mais, en tout cas, de la figure du sauvage, de la figure, après lui, Herder et d'autres. Bon, je vais me tourner vers Marielle, vers le docteur David. Puisque Rousseau, vous le savez, dans le discours sur les arts et les sciences, la question c'était est-ce que ça a apporté du progrès ou est-ce qu'au contraire ça a fait reculer l'humanité? Il a répondu non, aucun progrès, n'est-ce pas? Et il n'est pas un apôtre de la civilisation, puisqu'il est au contraire un apôtre de l'origine, de l'homme originaire. Et alors, au fond, la question que je vais vous poser, elle est très simple. Est-ce que vous pensez que la civilisation a une nécessité et qu'il y a un développement, que la civilisation est importante dans le développement psychique? Marielle, on vous écoute. Oui, alors on peut peut-être revenir effectivement sur Rousseau, qui lui était orphelin de mère. Il n'a pas connu sa mère. C'est vrai? Donc il a eu inévitablement une nourrice, puisque de toute façon, à cette époque-là, c'était ainsi. Il a été élevé par son père jusqu'à 10 ans, qui après l'a envoyé chez son oncle, et ça va dans le sens quand même un petit peu d'Alexandre, c'est que il a une relation fort importante avec Madame de Warens, qu'il appelait maman, mais qu'il a initié par ailleurs à la sexualité. Donc maman et la sexualité, ça pouvait aller ensemble pour lui. Oui. Bien. Alors Il y a déjà un maintenant, bouleversement des codes habituels. voilà, on va dire que c'est renversé. Voilà, Oui. voilà. Parce que, bref, de nos jours, c'est évidemment formellement interdit. Alors, par ailleurs, est-ce que la civilisation est nécessaire pour un enfant? Bon. Il y a quelqu'un qui est Frédéric II au XIIIe siècle, qui a essayé, qui était le grand empereur, qui était l'empereur En Sicile, etc. voilà, du Saint-Empire Frédéric de Hohenstaufen, une qui a des gloires essayé. du Il s'est parti dit, nazi. on va faire cette expérience. Oui. On va mettre un enfant à l'isolement et on va voir ce que ça donne. Il est mort, quoi. C'est impossible. Donc, sans la civilisation, sans tout le développement minutieux suivi et nécessairement construit par l'éducation, un enfant, ou bien s'il n'a rien au départ, il meurt tout simplement, ou bien évidemment il ne va pas se construire. Il ne va pas se construire. Alors, ceci dit, moi, ce qui effectivement, vous l'avez dit, mais qui est très très frappant chez Rousseau, qui par ailleurs était un homme très persécuté. Hein, Enfin, il se sentait. Même les paranoïaques ont des ennemis. Oui, mais il se vivait quand même fondamentalement persécuté. Et ce que lui, il va vouloir détruire, c'est le principe même de la représentation, c'est-à-dire du symbolique. Mmh. Voilà. Donc, le symbolique, bon, il n'y a sans doute pas eu accès. C'est sa structure, au fond, c'est sa structure. C'est pas lui qui l'a voulu, c'est ainsi. Et à partir de là, il a quand même un talent inouï, quoi. Immense. Il a un talent immense. On ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Et finalement, il va pouvoir retourner la persécution parce que il va dire, bon, c'est sûr que ce que je fais, personne ne s'y intéressera. C'est sûr qu'on va me le prendre. C'est sûr. Et ben, je vais quand même aller au bout, bien que personne ne sera au courant. Et ça a fait la promenade
Hermanonville, c'est ça dont vous non, la parlez. promenade Les rêveries du promeneur solitaire. promeneur solitaire, voilà. Oui. Voilà. Les rêveries du promeneur Rêverie de promeneur solitaire. Oui. Donc ça, il est allé jusqu'au bout de la chose, pensant que de toute façon, ça serait détruit. Oui. Bon. Ça, Donc, il a l'auto-érotisme ne lui a retourné- jamais été étranger. Donc les, Hein les Alexandre. rêveries d'un promeneur solitaire, on comprend. Oui. Non, allez. Ça, on ne sait pas. Non, non, Oh, non. Mais- bien sûr, on sait. Alexandre. Oui, enfin bref. Pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi pas? Il l'écrit. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un souci, ça. Ça, c'est pas le problème. Le revenons problème, sur c'est que ça. pour tout enfant, il est évident Oui, que civilisation. et barbarie. les apports de tout ce que la civilisation amène, de tout ce que l'amour et l'éducation d'un enfant sont indispensables. Il a fait un traité sur Absolument. l'éducation, l'Émile ou l'éducation. Oui, oui, mais absolument. il y a C'est pas une non part- plus que ça l'intéresse pas, au une part contraire. donnée à la nature, d'ailleurs où il a été suivi. Parce que là, je voulais juste faire apporter une petite nuance à ce qu'a dit Alexandre lorsque il nous a expliqué que Rousseau n'aimait pas la médecine, mais en tout cas, il aimait beaucoup la botanique, il faisait de l'herboristerie. Il y a au fond tout un mouvement vers la nature, les jardins anglais, la redécouverte de la nature. Très important. Mais alors, Oui. autre aspect autre question que je vais vous poser, Marielle, c'est que Rousseau, comme vous le savez, s'est déchaîné à Genève dans une polémique avec Voltaire contre le théâtre. Il était contre la représentation, contre les théâtres, et il a essayé de faire interdire. Voltaire voulait faire des représentations théâtrales à Ferney, il a essayé de le faire. Dans la continuité du calvinisme radical, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Le théâtre était un objet de critique et d'acrimonie de la part non seulement d'ailleurs des protestants intégristes, mais aussi d'un certain nombre de catholiques dans le jansénisme. Mais il était absolument contre le théâtre. Alors, c'est pour ça, sur l'actualité de Rousseau, aujourd'hui, n'est-ce pas, alors que tellement de comédiens nous expliquent, à mon avis, à juste titre, que la représentation, la comédie, le monde du rêve, le monde de la fiction fait partie, n'est-ce pas, des aliments nécessaires des humains, au même titre que l'alimentation de tous les jours. Là, nous sommes plus tout à fait rousseauistes. Mais d'un autre côté, il y a aussi un grand mouvement de retour à la nature, de prise en compte du fait que nous ne devons pas martyriser la nature, qui fait l'actualité aussi de Rousseau. Comment vous trancheriez cette ambivalence, Marielle, Oui. comme médecin? Oui, enfin comme médecin, je ne sais pas, mais comme citoyenne aussi. Oui. C'est-à-dire que effectivement, d'un côté, il est de fait que nous avons besoin de la nature pour vivre et qu'elle est en ce moment mise à mal par tout ce que la science a apporté, qui est un grand apport et en même temps on est en train de s'en apercevoir, donne un immense désordre. Oui, Un immense désordre, et que ce désordre, il va falloir le corriger. très bien. Alors, est-ce que notre ami Alexis m'entend? Mais bien sûr, Blandine, et l'émission était effectivement passionnante. Bon, cher Alexis, alors, à votre avis, Alexis, cette ambivalence de Rousseau, nous l'avons décrit beaucoup trop vite, mais nous espérons avoir donné le goût à nos auditeurs d'aller voir chez Rousseau de plus près. Est-ce qu'à votre avis, elle est dépassée ou est-ce qu'elle continue de nous imprégner? Est-ce que nous sommes... Écoutez, vraisemblablement, je pense qu'elle a des traits contemporains, car la critique de la technique au XXe siècle oscille entre une méfiance légitime envers tout ce qui détruit la nature ou ce qui nous éloigne aussi de notre condition naturelle. Nous sommes, après tout, les philosophes que vous aimez, Blandine Kriegel comme Spinoza, partie prenante du cosmos, et nous devons le savoir. Néanmoins, il y a tout un pan de la critique de la technique. On pense notamment, évidemment, à la très haute figure de Martin Heidegger, qui a été tenté par un romantisme allemand de criminaliser, a priori, la civilisation. Et de ce point de vue-là, un pan entier de la philosophie allemande contemporaine, antitechnique, s'inscrit dans la filiation directe on va dire, de la haine du civilisé que nourrissait aussi Rousseau. Oui, écoutez, merci de cette observation. Mais alors, qu'en pensez-vous vous-même, cher Alexis, comme observateur tellement aigu? Alors, il y a des ambivalences même du mouvement écologique, on le voit bien aujourd'hui, Voilà, si bon, vous là, voulez, oui. qui oscille de manière évidente.
Et c'est vrai que la part la meilleure de l'écologie d'aujourd'hui, c'est une part qui ne peut pas nous faire renoncer à la civilisation, mais nous faire inclure davantage la civilisation à l'intérieur de la condition naturelle qui nous est commune. Mais alors à ce moment-là, oui, bien sûr, je vous suis tout à fait, mais à ce moment-là, nous nous éloignons, n'est-ce pas, des critiques très fondamentales, Très âpre de Rousseau. de Rousseau Absolument. contre la civilisation, puisque alors Évidemment. on croit en général dans la lignée du socialisme qu'elles ont porté uniquement sur la propriété, le premier qui encercla un champ, etc., a fait tout le malheur de l'humanité, mais non. Et s'il ne s'agissait que de ça, il s'agit aussi, selon Rousseau, des arts, des sciences, du théâtre, n'est-ce pas, au fond, de la culture, hein, de la culture. Voilà, et c'est vrai que la part la plus intéressante de la critique de la technique aujourd'hui, c'est pas une criminalisation de la civilisation comme telle, c'est une réflexion sur les limites de l'action humaine. Et notamment, on sait chez Hans Jonas ou chez Günther Anders, la grande angoisse, c'est l'impossibilité, en raison de la démesure de nos moyens techniques, de calculer par avance les conséquences de nos actions. Par exemple, sur la question du nucléaire, ce qui a beaucoup marqué la conscience allemande contemporaine depuis les années 60. Et ça, évidemment, c'est intéressant, par contre. Bah écoutez, merci. Ce sera le mot de la fin de notre ami à la régie qui fait les choses si bien pour nous, Serge Surpin, et que nous remercions. Voilà, à bientôt chers amis. Donc notre prochaine émission sera consacrée à Hume.